En regardant tous ces risques, je dis que tout ce que vous pouvez acheter est plus risqué, le Bitcoin est le moins risqué. Et c'est pourquoi il est plus logique que chaque personne intelligente fuit ces actions, qui s'éloignent de leur valeur réelle. Ils vont vendre leurs biens immobiliers, ils vont vendre leurs actions, ils vont vendre leur or, ils vont vendre leurs matières premières. Ils vont acheter du Bitcoin. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes certainement intéressé par le Bitcoin. Alors passons directement à l'interview du millionnaire Jaspreet Singh avec le PDG milliardaire Michael Saylor, qui a investi des milliards de dollars depuis 2020 dans le Bitcoin avec son entreprise MicroStrategy. C'est parti. Bonjour Michael Saylor, merci d'être là aujourd'hui pour parler de l'état d'esprit minoritaire. Merci de m'avoir invité. Alors pourquoi pensez-vous que le Bitcoin est l'avenir? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent pas le Bitcoin? Alors qu'est-ce que je pense du Bitcoin? Le Bitcoin est le premier système monétaire au monde. Alors pourquoi est-ce l'avenir? L'argent représente la moitié de tout, et si vous regardez l'histoire de l'humanité, nous avons utilisé des coquillages pour de l'argent. Nous avons utilisé des perles de verre. Nous avons utilisé du cuivre. Nous avons utilisé argent. Nous avons utilisé de l'or, et nous avons utilisé des balles de tabac pendant un moment. Nous avons utilisé des milliers de monnaies fiduciaires et chacun d'entre eux souffre du même problème, ils sont tous gonflés et dégradés. Donc des milliers et des milliers d'empires ont échoué parce que les responsables finissent par imprimer trop d'argent. Et quand la monnaie s'effondre, l'économie revient au troc de l'âge de pierre. Le gouvernement imprime plus d'argent, le pouvoir d'achat de la monnaie s'effondre. Sachez que l'argent est intrinsèque à l'être humain. L'inflation de la civilisation est également intrinsèque. Et Bitcoin est le premier système monétaire conçu, ce qui signifie que un groupe d'ingénieurs s'est réuni il y a plus de 10 ans et ils ont décidé qu'ils redessineraient l'or pour le rendre parfait. Tu sais, si Dieu descendait du ciel et créait l'argent parfait, ce serait un registre immuable partagé avec tout le monde dans le monde. Correct. Et personne ne pourrait tricher dessus et ce grand livre contiendrait ce que tout le monde doit à tout le monde. Et il y aurait une certaine quantité de monnaie, peu importe combien, disons que c'est 21 millions de pièces ou 2,1 quadrillions Satoshi. Vous auriez une certaine somme d'argent que vous ne gagneriez plus et chaque fois que vous deviez de l'argent à quelqu'un, vous les paierez et cela serait mis à jour dans un grand livre. Si personne ne pouvait corrompre le grand livre, et si tout le monde avait une copie du grand livre et que personne ne pouvait le tromper, et nous pourrions mettre à jour ce grand livre instantanément partout dans le monde, vous auriez un argent parfait. Vous pouvez voir que les pièces d'or sont imparfaites. Vous savez vraiment que les lingots d'or sont représentés de façon imparfaite, car vous ne pouvez pas envoyer un lingot d'or d'Afrique ou en Asie pour acheter quelque chose. Alors nous savons que l'or ne fonctionne pas et tous ces registres, toutes les monnaies fiduciaires sont des registres imparfaits. Le problème est qu'ils ne sont pas partagés, ils ne sont même pas corrects. Et quelqu'un continue de changer la quantité d'argent en circulation, et donc quand il double la masse monétaire, vous perdez la moitié de tout ce que vous économisez dans cette devise. Alors, Bitcoin est cette solution, il arrive que toutes les 10 minutes nous mettons à jour le grand livre. C'est qu'il est géré par un logiciel incorruptible, il a été conçu car personne ne lui faisait confiance. Tout le monde, l'idée derrière Bitcoin est que tout le monde utilise une copie du logiciel qui existe. Des milliers et des milliers de nœuds qui exécutent tout le logiciel Bitcoin, et ils sont tous mis à jour, et ils ont tous la même version de la vérité. Donc Bitcoin est l'approximation la plus proche pour perfectionner l'argent que nous avons trouvé, et cela résout un problème fondamental. C'est ainsi que 8 milliards de personnes sur la planète font du commerce entre elles, et se font confiance. Comment conservent-ils leur énergie monétaire au fil du temps et la déplacer dans l'espace? C'est tout simplement la meilleure façon de le faire et c'est pourquoi c'est si important. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à prendre votre argent ou l'argent de votre entreprise? Vous êtes le PDG et fondateur d'une société cotée en bourse. Quel a été ce facteur déterminant pour que vous en rendiez compte maintenant, et que vous preniez ensuite 3 milliards de dollars de votre propre argent et utilisez-les pour acheter du Bitcoin maintenant? Eh bien, nous avions commencé avec 500 millions de dollars de cash, et nous générions 0% de rendement sur cet argent et donc l'un des problèmes est celle-ci. Si le taux d'inflation est de 25% et que nous générons un rendement de 0% sur l'argent, alors, nous allons perdre environ un quart de la valeur de notre devise.
notre bilan au fil du temps chaque année, et donc nous avons pensé que si nous continuions à faire ça année après année, nous allions réduire la totalité de notre solde de trésorerie, et nous avons décidé que nous devions trouver un endroit où investir ce capital. Nous devons le rendre aux actionnaires, donc nous avons partagé la différence, nous avons décidé de restituer en gros la moitié du capital aux actionnaires et nous reviendrions et nous investirions l'autre moitié dans un actif rare et désirable. Et nous l'avons annoncé au marché et nous avons étudié tous les actifs possibles dans le monde, et nous avons conclu que le meilleur actif dans lequel investir était l'actif cryptographique qui ressemblait le plus à l'or, et c'était Bitcoin. Donc nous considérons Bitcoin comme le plus sécurisé. L'actif cryptographique le plus intégré, le plus institutionnellement bien adopté, et le reste de l'argent on allait le rendre aux actionnaires. Nous avons fait une vente aux enchères aux Pays-Bas et nous avons proposé de racheter 250 millions de dollars d'actions. À la fin de la vente aux enchères, nous n'avions que 60 millions de dollars, et comme nous n'avions que 60 millions de dollars, nous avons investi le reste du capital en Bitcoin et cela nous a donné environ 425 millions investis dans Bitcoin. Bitcoin a commencé à prendre de la valeur. Notre stock a commencé à augmenter et nous avons constaté qu'au cours des trimestres suivants, nous étions en mesure d'émettre 2,2 milliards de dollars de dette à un taux d'intérêt mixte d'environ 1,5% d'intérêt et acheter du Bitcoin avec ainsi. Finalement, nous avons commencé avec une stratégie défensive. Comment éviter de perdre les 500 millions de dollars lors des achats au comptant? C'est devenu une stratégie offensive. Bitcoin est l'actif le plus performant depuis une décennie. Donc ça a augmenté de 172% par an chaque année depuis 10 ans. Et nous avons eu l'opportunité d'emprunter de l'argent à un intérêt de 0,5% et d'investir dans quelque chose qui augmentait de 172% chaque année. Donc évidemment l'arbitrage est extraordinaire, et nous avons pensé, tant que nous pouvons lever des capitaux bon marché et les investir, nous allons le faire. C'est un actif rare. Nous avons fini par acheter environ 3,1 milliards de dollars de Bitcoin et aujourd'hui, cela vaut quelque chose comme 7 milliards et demi de dollars. Donc nous avons généré 4 milliards de dollars de gains pour nos actionnaires. Donc cela a généré plusieurs milliards de dollars de valeur actionnariale pour les actionnaires, et cela nous a laissé une société de logiciels forte. C'était extrêmement bien doté et nous pouvons donc vaquer à nos occupations, vendre nos logiciels et ne pas nous soucier de l'impact de l'inflation sur notre activité. Il y a donc deux choses que je veux aborder à ce sujet, parce que vous avez d'abord dit que l'inflation était de 25% par an. J'aimerais entendre comment est-ce que tu es arrivé à ce chiffre. Deuxièmement, quand tu as dit maintenant que tu avais ce Bitcoin. Vendez-vous du Bitcoin et utilisez-vous ce capital pour le réinvestir dans votre entreprise ou empruntez-vous encore de l'argent? Nous ne voulons pas vendre le Bitcoin, la stratégie est d'acquérir et de conserver des Bitcoins, c'est aussi simple que cela. L'entreprise a deux stratégies commerciales principales. La première stratégie, la stratégie est que nous créons et vendons des business logiciels aux entreprises. Et la deuxième stratégie est une stratégie de bilan que nous acquérons, et tout le Bitcoin et la façon dont nous acquérons le Bitcoin dépend en partie des flux de trésorerie de l'entreprise. Donc notre entreprise génère beaucoup de liquidités chaque année. Et nous transférons donc les flux de trésorerie vers Bitcoin. Et puis avec le temps, nous émettons des actions, et si nous émettons des actions, nous balayons le produit des capitaux propres en Bitcoin. Le troisième serait de vendre de la dette convertible et lorsque nous vendons la dette convertible, nous l'utilisons pour acheter du Bitcoin. Puis un quatrième consiste à vendre des titres seniors. Des dettes garanties comme des obligations de pacotille, nous avons fait une offre comme celle-là pour 500 millions de dollars en juin. C'était une dette senior garantie rapportant 6 et 8% d'intérêt, et nous l'avons investi cela dans Bitcoin. Dans le futur, nous pouvons procéder à n'importe quelle combinaison de financement par emprunt ou par action ou simplement générer plus de flux de trésorerie afin de acquérir plus de Bitcoin. Nous avons les 7 milliards et demi dollars de Bitcoin, et une grande partie de 6 milliards ou plus sont des garanties. Donc nous pourrions générer un rendement avec une contrepartie, si nous le voulons, ou nous pourrions en théorie emprunter sur ce montant à l'avenir si nous le voulions et nous considérons simplement toutes ces possibilités. C'est une fonction des marchés de la dette et des marchés du Bitcoin. Donc pourquoi est-il si important pour vous de vous débarrasser de votre argent? Pourquoi l'argent liquide n'est pas bon à tes yeux? Si tu regardes, le dollar américain, il est gonflé d'au moins 10% par an ces dernières années. Donc si vous déteniez des dollars. Si vous déteniez alors 100 millions de dollars,
vous avez perdu 10 millions de dollars de gains chaque année, ou une autre façon de le dire. La valeur de l'argent a diminué d'environ 10% par an, et cela signifie au fil du temps que en 7 ans, vous avez réduit plus que de moitié votre solde de trésorerie. C'est ce qui s'est passé en mars 2020, le taux d'inflation a triplé, si on regarde l'indice SP500 sur les 12 derniers mois. C'est en hausse de 30%, je me souviens que je disais que la masse monétaire a été dépensée à 10% jusqu'en mars 2000 environ. Mais nous savons tous que la Fed a commencé à acheter beaucoup d'obligations. Plus de 120 milliards de dollars d'obligations chaque mois, après quoi les taux d'intérêt ont été fixés à zéro, la masse monétaire a augmenté. Et c'est ainsi que nous avons commencé à gonfler la masse monétaire 3 fois plus vite. Cela signifie que dans environ 2 ans et demi, vous réduisez la valeur de votre trésorerie de moitié. Nous avions 500 millions, mais si vous le réduisiez de moitié tous les 2 ans et 6 mois, vous réalisez que vous brûlez en gros 450 millions de dollars au cours de la décennie que nous vivons. Je vais tout perdre du point de vue des actionnaires. Donc, le besoin de trouver une couverture contre l'inflation est devenu beaucoup plus urgent après le mois de mars 2020. Aujourd'hui nous avions l'hyperinflation, donc l'inflation est vraiment une question qui dépend de la personne et de ce qu'elle aspire à acheter. Et si vos aspirations sont de vivre dans le sous-sol de la maison de vos parents, et de regarder YouTube, et voyager en Uber, et regarder Netflix, et manger de la pizza et des aliments manufacturés, alors le taux d'inflation est faible. Si vous en faites, nous supprimons de l'index les aliments et l'énergie hautement volatiles, lorsque nous créons le PCE indice, ça enlève de la nourriture et de l'énergie. Si tu enlèves de la nourriture et de l'énergie et que tu gardes les autres choses fabriquées, c'est encore plus bas. Le PCE est ce que la Fed examine lorsqu'elle mesure souvent l'inflation, oui, mais si vous mettez les produits de luxe et des expériences d'élite et des choses rares, si vous mettez des trophées, des actions ou obligations ou biens immobiliers commerciaux dont le taux d'inflation est beaucoup plus élevé à droite. Nous pouvons voir que l'indice est en hausse de 27% d'une année sur l'autre. Les indices des prix à la production des matières premières sont en hausse de 20, 30, 40%. Les portefeuilles d'actions en hausse de 30%, donc vous voyez. Si vous aspirez à rester riche ou à être riche, votre taux d'inflation n'est pas l'IPC ou le PCE, votre taux d'inflation est probablement plus comme le rendement de l'indice SP500, et donc c'était 10% par an pendant une décennie et maintenant c'est 30% par an, et donc si vous souhaitez protéger le bien-être de votre famille sur une longue période, vous ne pourrez pas investir dans des actifs qui n'augmentent que de 2% par an ou 5% par an. Ce qui signifie que la plupart des obligations qui rapportent un intérêt de 3% ont un rendement réel négatif de 2% par rapport à l'IPC ou négatif de 3% par rapport à l'IPC. Mais ce n'est pas vraiment le problème c'est qu'ils sont à moins 27% contre le SP à droite, donc votre index devrait ressembler davantage à ça. Si vous êtes PDG d'une société cotée en bourse, vous êtes censé suivre le rythme des activités. Donc le taux d'inflation, pour un PDG d'une entreprise publique serait l'indice SP qui est de 30. Alors maintenant si vous avez 100 milliards de dollars en espèces et vous générez un intérêt de 1% et si le taux d'inflation est de 30%, vous perdez 29 milliards de dollars par an en valeur actionnariale chaque année. Vous voyez donc que cela devient beaucoup important problème pour les entreprises qui ont d'importantes positions de trésorerie dans leur bilan. Je pense que Berkshire Hathaway a 150 milliards de dollars de liquidités, donc 150 milliards de dollars de liquidités qui ne sont pas investis sur le marché est une perte de 30%, ce qui fait environ 35 ou 37 milliards de dollars. Une grosse somme d'argent et cela continuera année après année. Vous pourriez l'ignorer si vous pensiez que le taux d'inflation n'était que de 2%, mais quand vous voyez tous ces actifs disparaître beaucoup plus rapidement que 2%. Vous réalisez qu'il se passe autre chose ici, et une fois que vous acceptez l'idée que l'inflation est un vecteur. Ce n'est pas un vecteur scalaire, ce qui signifie qu'il existe un taux d'inflation différent pour chaque produit que vous achetez. Vous voulez acheter dans toutes les juridictions où vous pourriez être et cela change tout le temps. C'est vrai que la façon dont vous décrivez la dynamique des fluides ou l'aérodynamique est un calcul vectoriel que vous n'essayeriez jamais de décrire. Ces choses que vous ne pouvez pas modéliser avec l'arithmétique, vous ne pouvez pas modéliser l'écoulement d'un fluide autour d'un profil aérodynamique avec l'arithmétique. Ça ne marche pas donc une fois qu'on a compris que l'inflation est un vecteur, alors vous commencez à réaliser que les remèdes conventionnels ne fonctionneront pas. Vous ne pouvez pas économiser votre argent dans un compte épargne. Tu ne peux pas détenir des obligations simples, tu vas devoir en trouver un autre. Ça t'amène à chercher des choses rares,
des actifs désirables et l'actif plus rare et le plus désirable dans l'univers est Bitcoin parce que Bitcoin est une propriété numérique. C'est tous les avantages de l'or. Le Bitcoin c'est l'argent sans inflation, sans friction. Se déplace à la vitesse de la lumière. Programmable et tout le monde le veut sur Terre et vous pouvez l'envoyer à n'importe qui sur Terre. Cela fait de lui une sorte de solution idéale dans un environnement inflationniste. Je suppose qu'un autre point que je devrais souligner est que l'inflation est mauvaise aux États-Unis, elle est bien pire partout ailleurs qu'aux États-Unis. Alors que le dollar américain pourrait perdre 30% de sa valeur par an au cours des 12 derniers mois, mais en Argentine, ils en perdent 60 à 70% de leur pouvoir d'achat est devenu catastrophique. Et au Zimbabwe, en le Venezuela et d'autres régimes plus faibles, ils perdent 90 et 95% d'inflation. Beaucoup de gens vivent dans des économies où les monnaies s'effondrent. C'est ce qui s'est passé au Liban. Cette année, c'est un effondrement complet, donc si votre monnaie s'effondre et vous n'avez pas d'accès facile pour acheter l'indice boursier Nasdaq ou le SP Index, alors le Bitcoin est votre solution car vous pouvez mettre Bitcoin sur n'importe quel téléphone portable. Donc tout ce que vous avez à faire est d'avoir un téléphone portable, et vous pourrez ensuite protéger votre patrimoine de l'avilissement et vous pouvez conserver votre propriété. C'est la même chose en Allemagne au temps des nazis, si vous possédez une propriété. Lorsque le régime change, vous risquez de la perdre, de sorte que la propriété ne s'avère pas être un bien moyen de stocker le patrimoine de votre famille sur 100 ans. Le coût d'entretien est trop élevé, il est soumis à l'inflation, il est sujet à la confiscation et il est soumis à l'impôt, et ce sont les problèmes qui poussent la plupart des familles et la plupart des entreprises à partir en faillite. Soit ils sont taxés, soit ce que vous possédez est confisqué parce que tu as la mauvaise religion, ou la mauvaise couleur, ou le mauvais groupe ethnique, ou le mauvais endroit. Ils sont saisis par un domaine imminent où finalement c'est juste les taxer. Ce que les gens me diront, c'est que vous savez que l'immobilier est réel. C'est quelque chose que je peux voir, je peux le sentir, je peux le toucher et je ne vais pas voir la valeur de ma propriété baisser de 30% en une semaine ou de haut en bas, c'est ainsi que les gens font le rapport avec le Bitcoin. Si vous avez $1 million d'or empilé devant vous, vous pouvez le voir, mais les criminels aussi peuvent venir, et ils le prendront devant vous. Le gouvernement vous le prendra et chaque pays a saisi l'or de leurs citoyens. Les banques ont volé l'or de leurs citoyens au cours des 100 dernières années. Si vous aviez $1 million en propriété, vous pouvez le voir, mais les percepteurs d'impôts ont besoin de collecter des fonds dans votre ville pour payer les écoles, ils vont taxer votre propriété et lorsque le gouvernement veut faire la guerre ou veut faire quelque chose, il va taxer votre propriété et tu vas le perdre. Si tu as $1 million par Bitcoin, ils ne peuvent pas le voir. Il est moins probable que vous soyez volé par un criminel. Il est moins probable que vous soyez imposé. Si la ville dans laquelle vous habitez a une taxe municipale sur votre propriété, vous pouvez déplacer votre Bitcoin vers une autre ville. Si l'État le taxe, vous pouvez le déplacer vers un autre État. Si le pays le taxe, vous pouvez le déplacer dans un autre pays. Vous pourrez finalement trouver quelqu'un pour l'y acheter. C'est une propriété numérique. Si vous envisagez d'acheter un immeuble à Singapour, vous feriez peut-être mieux d'acheter le Bitcoin. Le Bitcoin est l'énergie concentrée sous forme numérique. C'est nouveau, c'est différent, c'est effrayant, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le sentir. Tu sais. Dis-moi, peux-tu voir le toucher ou le petit? Électricité? Non, est-ce réel? Oui. C'est vrai et donc si je veux construire quelque chose qui durera 1000 ans, je dois le construire sur une base d'énergie monétaire. Si vous construisez votre bilan sur un actif qui s'effondre de 10% par an, tu ne dureras que 10 ou 20 ans. Si ça s'effondre 20% par an, tu ne dureras pas 36 mois. Si ça s'effondre 3% par an, tu pourrais durer 50 ou 100 ans. Si tu veux durer éternellement, tu as besoin de quelque chose d'indestructible et le Bitcoin est immortel. Une énergie monétaire indestructible, c'est pourquoi c'est important. J'ai donc récemment fait une interview avec Peter Schiff et nous avons eu un petit débat à ce sujet. Et ce qu'il dit est que l'immobilier apporte de la valeur parce qu'il vous donne un toit. L'or apporte de la valeur parce que vous pouvez fabriquer des bijoux avec. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Mais le Bitcoin, sa valeur est vraiment dans son genre de croyance. C'est comme le dollar, mais le dollar a le gouvernement derrière lui.
Alors que le gouvernement dit que vous devez utiliser le dollar. Donc si les gens perdent confiance dans le Bitcoin, s'ils ne croient pas au Bitcoin, quelle valeur cela a-t-il? Bien que j'ai 2 commentaires, l'un est l'argent parfait n'aurait aucune utilité. C'est vrai, tu ne veux pas utiliser le maïs comme argent ou l'alcool comme argent ou la cigarette comme argent ou des maisons comme argent ou des balles de tabac comme argent. Ou même de l'or comme argent parce que ces choses ont une valeur utilitaire comme les bijoux comme les maisons. Si vous monétisez des maisons que personne ne peut se permettre d'acheter. Si vous monétisez l'or. Si vous monétisez la nourriture, tout le monde meurt de faim. Donc l'idée selon laquelle l'argent devrait avoir une valeur utilitaire, je pense que c'est tout simplement faux. C'est juste que ce n'est pas une bonne idée et les théoriciens monétaires comprendraient. Et diraient vous souhaitez monétiser un token synthétique qui n'a aucune autre utilité car cela la façon dont 100% de la valeur de l'argent est monétaire, c'est la marque de valeur et c'est ce qu'est le Bitcoin. Mon deuxième point c'est que, quand vous regardez le dollar américain est soutenu par les États-Unis, l'armée a droit à la puissance militaire des États-Unis et aux forces de police et la croyance dans le Bitcoin des États-Unis d'Amérique est soutenue par le réseau Bitcoin. Les mineurs avec preuve de travail, il y a des millions de mineurs de Bitcoin dispersés partout dans le monde. Il y a des milliards de dollars de capital, il y a des milliards de dollars d'énergie qui sont utilisés pour défendre le réseau, il y a plus de 10 000 nœuds exécutant le logiciel Bitcoin dessus, il y a des dizaines de milliers de nœuds pour traiter les paiements des transactions. Et il y a des centaines de millions de personnes qui y croient, donc en fait le Bitcoin est un écosystème. C'est une combinaison de soutien politique, c'est le soutien de l'électorat. C'est le soutien des politiciens. C'est le soutien des mineurs. C'est le soutien des détenteurs. C'est le protocole lui-même qui est intégré des dizaines de milliers d'entreprises et intégré de nombreuses juridictions et cela en fait le grand livre, le plus sécurisé au monde. La base de données la plus sécurisée, la plus impiratable, la plus indestructible. Et cela en fait également la marque la plus forte de monnaie au monde. Le Bitcoin valait actuellement 1,3 ou 1,2 trillion de dollars comme capitalisation boursière en 2021, ce qui fait de lui la valeur de marque la plus appréciée aujourd'hui dépassant la marque Coca-Cola, Apple ou même Google. Tout le monde dans le monde reconnaît le Bitcoin comme de l'argent. La chose la plus proche de cela est peut-être le dollar américain, mais le fait est que le dollar américain est une monnaie inflationniste. Elle perd de la valeur chaque mois et le Bitcoin s'apprécie. Je gagne du pouvoir d'achat chaque année. Donc c'est en fait l'argent idéal et aucun de ces autres choses qu'il mentionne le sont vraiment, parce qu'elles ne sont pas rares. Et ils ne sont pas entièrement de l'argent et ne sont pas non plus utilisables comme argent. Comment allez-vous donner de l'or à 8 milliards de personnes sur un téléphone Android? Comment allez-vous le déplacer? Comment allez-vous gérer une économie avec cela? Si tu veux jeter les bases d'une économie du 21e siècle, vous devez être en mesure de donner à l'argent, l'actif monétaire à tout le monde sur Terre et ils doivent pouvoir le faire. Recevez-le gratuitement et déplacez-le à la vitesse de la lumière et programmez-le sur son téléphone portable et vous pouvez le faire qu'avec le Bitcoin. Vous ne pouvez pas faire ça avec de l'or. Vous ne pouvez même pas le faire en fin de compte. Le dollar évoluera comme une pièce stable, mais il évoluera sur des rails cryptographiques et ce sera simplement la couche de support d'échange au-dessus de la couche de valeur de magasin qui est Bitcoin. Mais qu'en est-il de ceux qui disent que Bitcoin est lent et inefficace? Êtes-vous diversifié dans différentes crypto-monnaies ou Bitcoin est la seule crypto-monnaie que vous détenez? Le Bitcoin est le protocole monétaire gagnant, c'est comme si la langue anglaise était le langage technologique de réussite. C'est comme si le système métrique était le système de la science et les mathématiques de base 10 sont le système de mathématiques, et que vous pourriez essayer d'en commercialiser un autre langue et vous pourriez essayer de commercialiser les mathématiques en base 16. Et vous pourriez essayer de commercialiser un système de mesures différent, mais vous ne créez pas vraiment de valeur. Tu es en train de réinventer un système, une roue qui fonctionne déjà, et l'effet de réseau est si puissant que vous savez que vous n'avez presque aucune chance de succès en ce qui concerne la vitesse. Beaucoup de gens comprennent mal ce Bitcoin qui se déplace à la vitesse de la lumière sur les couches 2 et 3, de sorte que le réseau de foudre en compte des milliers de nœuds, des dizaines de milliers de nœuds. Et vous pouvez en envoyer 37 pour un vingtième de centime en une fraction de seconde sur le réseau Lightning en Bitcoin. Vous pouvez donc déplacer un Bitcoin de chez moi à toi très rapidement. Lightning est un protocole décentralisé de couche 2 qui permet de se déplacer avec le Bitcoin à la vitesse de la lumière gratuitement.
Mais il existe d'autres applications comme tous les échanges Coinbase et Binance déplacent Bitcoin à la vitesse de la lumière. Square, Cash App et PayPal, ils déplacent également Bitcoin à la vitesse de la lumière gratuitement et n'importe quel dépositaire peut le déplacer à la vitesse de la lumière gratuitement. Alors oui, nous investissons aujourd'hui en Bitcoin car s'il y a un groupe de personnes contrôlant qui ont des initiales, qui ont fait une prémine ou s'il y a eu une offre initiale de pièces et qu'il y a un petit groupe de personnes qui ont un montant disproportionné de l'actif, ou s'il y a quelqu'un qui peut contrôler son destin. Ce n'est pas une propriété, c'est une security. Finalement, le Bitcoin est la seule chose qui constitue le seul réseau décentralisé honnête du monde. Ce genre de conception est immaculé car il n'y a jamais eu de prémine, il n'y a jamais eu de prévente. Le fondateur a disparu. L'exploitation minière initiale n'a jamais été déplacée, tout le monde achète sur une base équitable et personne ne peut le contrôler. C'est ce qui fait de lui l'argent du peuple et c'est ce qui en fait une propriété numérique internationale ouverte et globale. Elle pourrait être adoptée par n'importe quel pays, n'importe quelle entreprise, n'importe quel individu, cela le rend assez spécial et unique. Il n'y a vraiment rien d'autre qui se compare à ça. Êtes-vous inquiet d'un éventuel crack de la crypto-monnaie? Beaucoup de gens parlent d'un marché potentiel. Michael Berry est sorti et a dit que vous le saviez à cause de la quantité de dettes en crypto-monnaie, cette crypto-monnaie est sur le point d'augmenter massivement. Qu'en pensez-vous Michael Saylor? Non, je ne m'inquiète pas d'un accident. Je pense que Michael Burry ne comprend tout simplement pas ce qu'est le Bitcoin. S'il a compris qu'il s'agissait d'une propriété numérique, il va plus s'inquiéter. C'est comme s'inquiéter que les gens arrêtent d'utiliser l'électricité. Ou arrêter d'utiliser le feu ou arrêter d'utiliser l'acier. La propriété numérique est la solution à des problèmes d'une valeur de 500 000 milliards de dollars. Tout le monde en a besoin, les 8 milliards de personnes sur Terre en ont besoin, qui ne veulent pas de droit de propriété et qui ne veut mourir de faim. Quelle entreprise ne veut pas avoir son équilibre? Quel pays veut voir ses finances s'effondrer donc c'est aussi utile que l'acier? C'est comme dire pourquoi utilisons-nous de l'acier? Parce que nous voulons que nos produits fonctionnent. Parce que nous voulons que nos navires ne coulent pas et que nos bâtiments ne s'effondrent pas. Donc nous continuerons à l'utiliser et Bitcoin est de l'acier crypto. La volatilité est telle que les gens ne le comprennent pas, elle va augmenter pour toujours parce que de plus en plus de capitaux vont affluer dans le réseau de propriété numérique. Et le Bitcoin va réussir. Parce que c'est le réseau dominant, et c'est le réseau dominant parce qu'il a le meilleur support. La meilleure technologie, les plus grands atouts, c'est le plus sécurisé, c'est le plus digne de confiance. Il y a encore de l'opportunité et de la place pour que les gens viennent acheter le Bitcoin ou les crypto-monnaies maintenant et gagnent toujours de l'argent. Comment devraient-ils acheter? S'ils viennent et achètent et il y a une baisse des prix. Comment quelqu'un qui entend cela devrait-il maintenant s'enthousiasmer pour acheter le Bitcoin? Vous devriez penser à tous vos actifs et les diviser en 3 catégories. Qu'est-ce que je veux dire par là? Épargner pour toujours pendant 30 ans. Qu'est-ce que je veux dire par investir dans les entreprises auxquelles je crois? Ce n'est pas du jeu, certaines personnes aiment jouer et spéculer. Donc ils auront une grande partie de leur argent dans ce que certaines personnes sont les investisseurs, et eux ils ont en quelque sorte l'impression qu'ils pourraient vouloir investir dans une technologie, ou quelque chose comme ça et ils le feront. Si vous le souhaitez, si vous voulez simplement épargner pendant une décennie. Alors, quel que soit le rythme auquel vous vous sentez à l'aise, vous commencez à acquérir du Bitcoin. Et tenez bon, donc je pense que le Bitcoin continuera d'augmenter avec la volatilité pour toujours. Donc je continuerai à acheter du Bitcoin, je l'ai acheté à 10 000, je l'ai acheté à 20 000, je l'ai acheté à 30 000. Je l'ai acheté à 40 000. Je l'ai acheté à 50 000. Je l'achèterai à 60 000. Je l'achèterai à 70 000. Je l'achèterai à 100 000, 150 000, 200 000. Je balayerai progressivement mes flux de trésorerie et convertirai mes capitales excédentaires en Bitcoin. Mais vous avez une vision à long terme. C'est vrai, si c'est le cas et que tout le monde doit juste déterminer quel est son horizon temporel. Si vous ne le tenez pas pendant 10 ans, vous ne devriez probablement pas le tenir pendant 10 minutes. C'est comme acheter quelque chose pour le donner à vos petits-enfants ou à votre fils. Oui c'est vrai, tu l'as acheté pour le long terme et donc n'utilisez pas l'argent que vous aviez besoin aujourd'hui pour investir dans le Bitcoin.
J'espère que vous aviez fait beaucoup de recherches sur le Bitcoin. Il existe un service gratuit de cours sur Bitcoin sur YouTube et Google. Et commencez à faire vos propres recherches. Tirez vos propres conclusions, lisez les livres si vous n'êtes pas convaincu, continuez à investir du temps jusqu'à ce que vous le fassiez, ou jusqu'à ce que vous décidiez de ne pas faire quelque chose. Mais vous savez, une fois que vous obtenez une compréhension de ce que c'est, généralement les gens sont plus condamnés à mesure qu'ils en savent plus, et puis ils investissent davantage. C'est intéressant que vous disiez que ça va augmenter pour toujours, parce que je pense que pour la plupart des investissements et les investisseurs traditionnels, cela semble effrayant et cela ressemble à un jeu de hasard. Je veux dire, cela ressemble à l'euphorie à ce moment-là parce que vous savez qu'on vous dit toujours qu'aucun investissement ne peut être en hausse éternellement. Aucun investissement peut toujours augmenter, surtout quand on le compare à l'argent traditionnel, donc je pense que c'est où beaucoup de gens sont en quelque sorte effrayés par cette idée. Oui, le Bitcoin a des cycles, il y a des hauts et des bas, mais quand vous faites un zoom de 2009 jusqu'alors, nous sommes continuellement en hausse. Mais beaucoup de gens qui essaient de doubler leur argent en quelques mois et obtiennent des rendements très faibles seront surpris. Alors parlons de pourquoi les choses n'augmentent pas éternellement. La plupart des autres actifs que vous pouvez acheter ont une offre qui varie en fonction de la demande et du prix. Donc si le prix de l'or augmente d'un facteur de 10, si l'or valait 20 000 $ l'once, que penses-tu que les mineurs d'or produiraient plus? Effectivement que oui. Si vous possédiez une entreprise et que les actions de l'entreprise augmentaient d'un facteur de 10, que pensez-vous que vous feriez en tant que PDG? Vous vendriez probablement certaines de vos actions. Effectivement que oui. Si tu avais des dettes, si tu émettais des dettes, tu devais payer 5% des intérêts, et puis le taux d'intérêt a baissé et maintenant je t'ai dit que tu pouvais émettre une dette à un taux d'intérêt de 0%. Je veux dire, si le prix des obligations augmente, les gens créent plus d'obligations. Si le prix des obligations augmente, les actions augmentent, ils émettent plus d'actions si le prix de l'or augmente. Donc tous les autres actifs sont naturellement inflationnistes et plus le prix augmente, plus l'offre augmente. Donc c'est la société qui essaie de faire baisser les prix. Chaque entreprise a des dirigeants, donc le salaire des employés augmente. Que se passerait-il si vous aviez 10 employés dans votre entreprise et le cours de vos actions a été multiplié par 20? Vous pensez qu'ils demanderaient une augmentation ou des actions? Ils diraient de leur donner des options d'achat d'actions ou me demander une augmentation parce que tu es riche. Et donc si tu as des employés, si vous avez une équipe de direction, vos coûts augmentent lorsque le prix augmente. Si quelqu'un paie 80 millions de $ pour un appartement sur Central Park, que font tous les promoteurs? Ils ont une réunion et ils décident de construire un nouvel immeuble parce qu'ils peuvent vendre chaque appartement pour 80 millions de $, et maintenant vous n'avez plus le seul appartement sur Central Park, ils créent plus d'appartements sur Central Park. Tu vas déjà à Dubaï, tu penses que les terres sont rares, ils font des terres, ils ont construit des terres au milieu de la mer Rouge. Si le prix monte suffisamment haut, tous vos coûts augmenteront et l'offre va augmenter, le prix va redescendre car tout le reste n'est pas rare. Le Bitcoin est rare, il n'y en a que 21 millions. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Vous pouvez vous attendre à ce que l'offre des devises continue d'augmenter. Le dollar américain continuera à gonfler. En gonflant à 30% cette année, ils seront 10 de plus année après année. D'autres monnaies comme le peso, le naira gisent déjà dans les décombres. Le prix de vos actifs libellés dans ces devises augmentera également. Si vous possédez des actions comme l'indice SP, elles ont augmenté de 30% sur 12 mois, mais le Bitcoin a augmenté de plus de 3 cents. Et l'or n'a pas augmenté, donc si vous êtes un investisseur, vous devez acheter un panier de marché composé d'actifs rares et désirables que d'autres les gens voudront acheter chez vous dans 10 ans. Alors posez-vous la question dans 10 ans, est-ce que quelqu'un d'autre avec de l'argent voudra acheter ce que je possède? Si vous achetez de l'art, les gens voudront-ils des Picasso? Si vous achetez une équipe sportive, quelqu'un voudra-t-il regarder le football? Vous savez, si vous achetez un immeuble, vous le ferez. Quelqu'un veut vivre en ville ou utiliser l'immeuble que j'ai acheté? C'est juste une question de quelle part de cet actif existera dans une décennie. Je pense que le Bitcoin est l'actif le plus désirable car tout le monde sur Terre le voudra. Nous voilà à la fin de cette interview sur le Bitcoin. N'hésitez pas de nous dire si vous aviez déjà investi en crypto ou désirez vous acheter les cryptos dans l'avenir.
À la prochaine.